Voilà, nous sommes live, mais on donne encore un petit moment avant que les gens se connectent, ou le temps qu'ils se connectent. Voilà, je crois qu'on va commencer et ceux qui vont arriver un peu plus tard ou veulent regarder en replay, ça sera disponible dans la suite. On va faire en sorte que ça soit disponible rapidement. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cet échange avec Pierre Portevin. Bonjour Pierre. Bonjour Ulrich, ou devrais-je bonjour Uli. Ah oui, avec plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de te retrouver, et de te présenter. Tu es coach de vie et tu adores ça. Tu donnes des formations sur la bienveillance envers soi-même, envers les autres, le courage de se dépasser, la curiosité, la persévérance. Tu fais tu fais un pont entre le moi et les autres. Et tu es auteur de 2 livres, Mon meilleur ami, c'est moi, et Oser, ça change tout, où tu combines toujours la bienveillance, les neurosciences, la compréhension de comment nous fonctionnons à l'intérieur de nous et en lien avec les autres. On a déjà abordé un peu la dernière fois des notions justement de comment se construire, comment affronter l'avenir qui est incertain. Pour ceux et celles qui n'ont pas été là, vous pouvez retrouver le replay sur notre page Facebook. Et aujourd'hui, nous allons un peu plus dans comment se mettre en mouvement. Et nous allons aborder des sujets autour de cette notion du moi, de la collectivité et de comment nous retrouver dans tout cela. Merci de m'accueillir, Ulrich, et bienvenue à tout le monde. Je suis content si... Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, tu me corrigeras, Ulrich, mais c'est vrai que s'il y a des questions, je serais content d'y répondre dans la mesure où on a le temps pour le faire. Il y a la possibilité de mettre en commentaire vos questions et je vais les lire pour toi. Chouette. Oui, on a décidé de partager ce moment ensemble parce que c'est vrai que la période que l'on vit est tout à fait unique. Il se passe des tas de choses assez terribles autour de nous. Nous sommes tous bouleversés, que ça soit au niveau personnel, professionnel, parfois au niveau économique, mais émotionnellement, c'est dur pour beaucoup de gens. Et je vois beaucoup d'amis, de personnes que je croise qui vivent des difficultés. Et c'est aussi un paradoxe, alors qu'on est sur Facebook en train de partager ces idées. Je vois aussi que Facebook est un espèce d'énorme déversoir de lamentations, de plaintes, de colère. Il y a terriblement d'émotions sur Facebook. Et
Ce qui me peine un peu, c'est de voir toute cette énergie qui est là, qui est abondante, mais qui ne contribue pas forcément à ce que les choses aillent mieux, et souvent c'est même le contraire. Donc, une des choses qui m'anime pour l'instant, c'est de voir, mais comment peut-on faire chacun, individuellement et collectivement, de manière telle qu'ensemble, nous évoluions de manière qui soit positive pour le plus grand nombre. Voilà une des choses qui m'anime. Et on va parler de Facebook, qui est le philosophe Bernard Stiegler dirait, c'est un pharmacone. Pharmacone, c'est en grec à la fois le poison et le remède. C'est-à-dire que ça peut servir pour le meilleur et pour le pire, comme toute une série de substances peuvent être à la fois des poisons et des remèdes. Voilà. Tout à fait. Ça nous amène justement, parce que dans le story pour faire la pub pour notre Facebook Live, j'avais fait référence à une vidéo que j'ai trouvée grâce à Facebook et YouTube, où Richard Branson pose la question à Simon Sinek, qui est très connu avec ses conférences TEDx, etc., sur le fait de qu'est-ce qu'il pense qu'il serait le plus important à apprendre et à faire développer. Dans quel business il investirait pour développer quelque chose aujourd'hui. Et lui, il parlait justement de développer, et c'est assez intéressant pour des gens vraiment du grand business, investir dans le développement de l'empathie, de comment partager, comment donner et recevoir du feedback, et comment avoir des conversations difficiles. Parce que Simon Sinek dit que justement, quand on voit ces affrontements raciaux, Black Lives Matter, etc., si on avait appris à avoir des conversations difficiles, on serait plus tellement figé dans ce mode binaire de survie, blanc, noir, opposition tout le temps, jugement, etc. Et donc, je trouvais que c'était vraiment, il a dû copier ton livre, tes enseignements, parce que il parle exactement de ce dont tu vas nous parler là maintenant. Oui, mais écoute, c'est un sujet d'actualité, hein, et certainement que pas mal de personnes qui nous écoutent vont se reconnaître là-dedans. Vous me direz si oui ou non, mais les opinions qui sont échangées sur Facebook notamment sont des opinions clivantes, c'est-à-dire c'est très partisan. Je suis pour le blanc, je suis pour le noir, et il ne va pas chercher les nuances. Et l'article qui a aussi amené cette conversation qu'on a aujourd'hui, que m'avait proposé d'écrire pour le blog, c'est un article sur l'intelligence collective et sur l'intelligence en interdépendance, qui est une version plus évoluée de l'intelligence collective. Je pense que c'est un élément fondamental. Et mon parcours de vie passe par là, c'est-à-dire que pendant tout un temps, mon métier a consisté à avoir des opinions et à les vendre, à avoir des idées et à les vendre à d'autres. Et petit à petit, j'ai compris que les idées les plus intéressantes, elles sont celles que l'on co-construit. Et donc, j'ai travaillé d'abord sur la collaboration, puis sur l'intelligence collective. Et en pratiquant l'intelligence collective dans les grandes organisations ou au niveau régional, sociétal, je voyais bien qu'il y avait des freins pour que ça se passe vraiment bien. Principal frein étant que chaque fois que quelqu'un donne son opinion, il considère que cette opinion est la plus importante, bien sûr, parce que c'est mon opinion, hein, c'est là qui compte. Et quand l'autre va me donner une opinion qui est différente de la mienne, je vais l'écouter de manière telle que je vais trouver des arguments pour lui montrer que son opinion est conne, parce que mon opinion est bonne. Je caricature à peine ce qui se passe dans beaucoup d'organisations. Et qu'est-ce qui se passe derrière ça? C'est un enjeu
de valeur personnelle, parce que j'associe ma valeur personnelle à la valeur de mon idée. Et si on critique la valeur de mon idée, c'est moi qui suis remis en cause. Et ça, c'est douloureux, ça, c'est inacceptable. Et je me suis rendu compte que pour aller plus loin, il était essentiel de réapprendre la bienveillance envers soi, dont on parlera plus tard, parce que quand je suis bienveillant envers moi, je m'accepte dans ma parfaite imperfection. Je suis un être imparfait comme tout le monde, comme toi, Ulrike, je suis désolé de te le dire. Et comme, malheureusement, je viens de le découvrir et je ne sais pas comment faire avec ça maintenant. et voilà, mais juste, voilà, on est juste tous imparfaits. Toutes nos idées, je n'ai pu écouter qu'un petit bout de ce que disait Simon Sinek, c'est que si j'ai raison, c'est pas parce que j'ai raison et que mon avis est différent du tien que tu as tort. C'est pas parce que tu as raison que j'ai tort. Tu vois? C'est pas parce que j'ai tort que tu as raison. En fait, tu comprends ce que je veux dire. Ce qui est important de comprendre, c'est que même nos avis, même nos idées sont imparfaites. Toute la science fonctionne comme ça. La science, c'est faire reculer l'imperfection, mais qui est encore tellement gigantesque. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Évidemment, dans la circonstance actuelle avec la Covid-19, on voit bien que la science ne sait pas encore beaucoup. Alors, plein de gens qui en veulent à la science, des scientifiques, entre guillemets, qui disent « mais ces scientifiques sont cons, c'est moi qui ai raison ». Ben non, ils sont tous dans l'imperfection, ils sont tous dans l'approximation, et on tente à se rapprocher tant bien que mal de quelque chose. Et l'important, effectivement, c'est d'avoir cette bienveillance envers moi qui va me permettre d'avoir de la bienveillance envers toi et d'avoir de la bienveillance envers ton idée et de comprendre que mon idée sera certainement enrichie, voire corrigée, transformée, adaptée, si je vais l'enrichir avec les idées des autres. Simon Sinek avait abordé une notion aussi intéressante, je trouve, qui donne un nouveau regard aussi, parce que souvent on a l'impression, tu l'as déjà évoqué, Facebook, il y a une problématique autour de ça, où on est renfermé dans une bulle où les uns nourrissent les autres avec les mêmes idées et on a l'impression qu'on est manipulé à tous les niveaux. Beaucoup de personnes peuvent avoir cette impression-là. Et on entend souvent aussi que ce sont les politiciens qui utilisent ces outils, la peur, pour mieux gouverner, etc. Et l'idée qu'il a évoquée m'a vraiment m'a semblé intéressante, c'est que les politiciens, eux aussi, ils ont besoin d'être élus. Et donc, ils se calent sur comment nous fonctionnons, sur quelles sont nos priorités, nos valeurs, nos idées, comment on réfléchit sur le monde. Et donc, c'était, si tu veux, c'était une façon d'inverser la dynamique et de dire, mais si nous, on change, si nous, on sort de ce mode binaire et on cherche autre chose, alors ils vont se caler peut-être sur ça aussi, parce qu'ils veulent justement, ils ont besoin de notre soutien. Comment toi tu vois ça? Écoute, ça me parle beaucoup. Une partie de mon métier passé a été consacrée au marketing. Le marketing, c'est quoi? C'est de savoir de quoi les gens ont besoin et qu'est-ce qu'il faut leur promettre pour qu'ils achètent le produit qu'on a à leur vendre. Les politiciens, ce sont des grands marketeers aussi. Et c'est pas de leur faute, c'est le système qui est comme ça, puisque s'ils sont pas élus, ils ont rien à dire. Donc s'ils ont envie de dire quelque chose, ils ont besoin d'être élus, et donc ils ont besoin de nos voix, et donc ils doivent nous promettre des choses. Et ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que si un politicien nous promettait la vérité, probablement il serait jamais élu. S'il nous dit, écoutez, voilà, on va avancer, on va prendre des décisions politiques qui seront partiellement erronées et une bonne partie des problèmes que l'on connaît aujourd'hui vont continuer à exister. Et si on voulait vraiment résoudre les problèmes, ça prendrait longtemps et en plus, on devrait
aller peut-être trouver plus d'impôts et faire en sorte que les gens travaillent plus. Enfin, je ne sais pas ce qu'il devrait dire, mais en tout cas, il dirait des choses qui ne plairaient pas forcément, hein. Tandis que d'autres disent, comme Trump, qui dit la Covid-19, c'est rien du tout, regardez, moi j'en suis sorti, et puis le remède qui fonctionne, hein, puisque moi je suis la preuve que ça fonctionne, je vous le promets et vous l'aurez gratuitement. Génial comme promesse. Si on ne réfléchit pas, on achète ça tout de suite. Waouh, un président qui m'a donné un remède gratuit et la Covid, grâce à lui, c'est plus rien. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. Mais on est coupable, en tout cas responsable de ce fonctionnement aussi, puisque on adhère à ce système de ce qu'on appelle la rhétorique de la promesse. Et il est important que nous redéveloppions nous-mêmes un esprit critique et positif et constructif, en admettant que les politiciens ils font comme ça parce que le système est comme ça, et que si on a envie que ça change, on a besoin, nous, citoyens, de changer et de nous engager, qui est une autre partie de ce qui est important à mes yeux. Dans cette même logique, j'aimerais juste lire ce que Claudia Ucros, bonjour Claudia, nous a mis comme commentaire. Cette insécurité m'amène à m'aimer davantage comme je suis. Quel paradoxe! C'est dans cette même dynamique, en fait. Il y a une logique inversée. Ben oui, c'est le psychologue humaniste Carl Rogers qui disait ça. Maintenant que je m'aime, maintenant que j'accepte, maintenant que je m'accepte comme je suis, je change. Quel paradoxe. Hein, c'est ça, maintenant que je m'accepte dans mon imperfection, dans mon insécurité, dans tous mes problèmes, et que je n'en fais plus un enjeu d'image, parce que c'est ça aussi, puisque c'est plus un enjeu d'image, je peux être moi-même, et du coup, ça va beaucoup mieux, et du coup, je peux changer beaucoup plus facilement. C'est au cœur de mon travail, ça, je ne peux que abonder dans ce sens, et c'est un paradoxe. En s'acceptant dans son imperfection, on avance vers plus de qualité, d'épanouissement, tandis que quand je ne m'accepte pas dans mon imperfection, je cherche à la masquer. C'est pour ça que mon opinion compte tellement et qu'elle est tellement meilleure que celle des autres. Et pour prendre une image, parce que en préparant, je me rappelais de ça, c'est un des systèmes qu'on utilisait pour parler d'intelligence collective et de collaboration dans les grandes organisations. C'est l'idée que, voilà, si on veut bien échanger au sein d'une équipe, par exemple, ou dans un couple, ce qui est important, c'est d'avoir... Alors, ça, c'est ce que toi, tu connais, hein, et ça, c'est ce que moi, je connais. Tu vois, si on regarde, c'est à peu près la même taille. J'essaie de pas d'habitude, ce petit carré, voilà, c'est à peu près la même taille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse avoir, entre ce que tu connais et ce que je connais, qu'on puisse avoir une zone qui est une zone commune suffisamment grande pour que, et suffisamment de bienveillance aussi, pour que moi qui connais ça, j'ai aussi envie d'explorer ce que toi tu connais et que je ne connais pas. Et c'est parce qu'on va explorer chacun ce que l'autre a à nous apporter de complémentaire qu'on peut construire cette zone ici. Et pour que ça existe, il faut qu'on ait cette zone commune ici qui est importante. Tu comprends? Et le problème, c'est que souvent, quand on ne prend pas la peine d'aller à la rencontre de l'autre, c'est plutôt comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que, il y a ce que je connais, il y a mon nom dessus, alors, regarde, moi je m'appelle Pierre, voilà. Ça c'est ce que je connais, ça c'est ce que tu connais, mais la zone commune, elle est trop petite. Comme elle est trop petite, il n'y a pas assez de stabilité pour aller explorer ce qu'on ne connaît pas encore. Et à contrario, tant qu'on y est, il y a aussi, je vais prendre ça et ça, voilà, quand on connaît trop de choses en commun, tu vois, il y a tout ce qu'on connaît, finalement, ce qu'on peut concevoir ensemble est tout petit et moins grand. D'où l'importance d'aller vers la différence, vers les opinions différentes des miennes. Et pour ça, il faut du courage. Et le courage, c'est pas ne plus avoir peur, c'est avoir suffisamment de confiance et de sécurité intérieure pour aller dans l'insécurité extérieure. Et c'est à ce moment-là que je peux rentrer dans une dynamique d'intelligence collective. Et pour aller plus loin
dans ce que moi j'appelle l'intelligence en interdépendance. En fait, le terme vient de John von Cohenberg. Je remercie au passage d'avoir eu cette lucidité-là, qui est une intelligence collective entre humains, mais qui va au-delà de ça pour aller chercher aussi toutes nos interdépendances, et notamment avec l'intelligence de la nature, qui a tellement de choses à nous apprendre et qu'on a tellement oublié, qu'on a tellement mis à l'écart en pensant qu'on était plus intelligent qu'elle. Eh bien, elle nous rappelle maintenant que, ben non, elle est là, elle a son intelligence propre, et si on ne la respecte pas, c'est le réchauffement climatique, c'est les problèmes sanitaires et autres. Ouais. Cette invitation à la bienveillance. On a déjà bien avancé dans le temps et tu voulais nous proposer aujourd'hui une méditation. Donc, je voulais voir si tu préférais qu'on continue encore la discussion et on propose la méditation lors de la conférence. Je vais déjà vous parler, je te laisse réfléchir et entre-temps, je parle de la conférence. Vous pouvez nous retrouver mardi 20, donc semaine prochaine, à 18h pour une conférence en ligne. Et nous allons justement aller un peu plus profondément dans ces notions de comment se soucier de soi, comment justement construire à l'intérieur de soi ses compétences, ses possibilités, de ce que Pierre vient de nous proposer. Plus de sécurité à l'intérieur, plus d'acceptation me permet la découverte et l'ouverture vers le monde extérieur, vers les autres. Alors, est-ce que tu as décidé? Qu'est-ce que tu préfères? Ben, écoute, ça dépend combien de temps il nous reste. On peut très bien faire la méditation maintenant ou on peut la garder, comme tu préfères. Je me suis rendu compte, parce que je l'ai enregistré il n'y a pas longtemps, qu'elle prend quand même 13 à 15 minutes. Je vais plutôt expliquer de quoi il s'agit. Parce que là, en plus, c'est sur Facebook, c'est live, on n'a peut-être pas eu le temps, vous n'avez peut-être pas eu le temps de vous préparer à ça. Et s'il y a une urgence, vous m'envoyez un email ou un message et je trouverai un moyen de partager cette méditation avec vous. Mais peut-être avant de rentrer là-dedans, mon invitation, mon message, c'est faire en sorte que chacun de nous puisse offrir le meilleur de soi pour faire en sorte de contribuer à une vie sur Terre qui soit nettement plus épanouissante, harmonieuse, bienveillante et équilibrée, qu'elle puisse durer. Moi, j'ai 2 enfants qui deviennent des adultes aujourd'hui et je me rends compte que le monde que nous leur laissons est dans un état de décrépitude terrible, avec plein de dérapages en plus qu'on ne voit pas forcément venir, mais qui vont avoir un impact sur leur vie, sur leur civilisation. Bon, on n'en parle pas tellement, mais les malaises dans des métiers comme les métiers de soins ou dans l'éducation font qu'il y a de moins en moins de gens talentueux qui ont envie de se lancer dans ces métiers-là. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de capacité d'élever nos enfants à leurs propres yeux, j'adore cette expression, de les aider à s'épanouir, à se développer, à apprendre des choses et avoir le goût d'apprendre. Et il y a de moins en moins de personnes qui sont susceptibles de prendre soin de ceux qui vont mal, de ceux qui sont malades, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les maisons de retraite, les EHPAD, que ce soit même dans des endroits où on prend soin des personnes qui ont des difficultés plus psychologiques et mentales. Donc, on a un vrai souci, et ce souci il ne fait que s'accentuer, il n'est pas en train de changer. Donc, moi, je n'ai pas envie de contribuer à un monde comme ça, et j'aimerais, ne fût-ce que modestement, œuvrer pour que ça puisse être différent. Et une des manières d'œuvrer pour que ce soit différent, c'est de donner le meilleur de soi. Une petite parenthèse, mais parce qu'il fait ça de manière inspirante. Ce soir, je me suis organisé pour qu'un de mes amis, qui s'appelle Pedro Correa, présente son livre Matin clair chez Filigrane. C'est une librairie bruxelloise
c'est la plus grande librairie de plein pied du monde d'ailleurs. Je ne savais pas ça, mais c'est énorme. Et alors, je crois qu'il reste quelques places, mais je ne suis pas sûr. Mais Pedro, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de sa vie. Il est ingénieur, il est docteur en sciences appliquées. Il travaillait dans une grande banque française ayant pignon sur rue en Belgique aussi. Et un jour, il se rend compte que c'est pas sa vie. Il se rend compte que il est sur une voie que d'autres ont choisie pour lui et pas celle qui l'anime à l'intérieur. Il rentre dans son chemin à lui, il l'accepte et il devient photographe parce qu'il a une fibre artistique depuis longtemps et qu'il a appris ça et qu'il aime ça et que c'est ça qui l'épanouit et ça marche. Et il a une belle carrière de photographe malgré son jeune âge. Il est vendu un peu partout dans le monde. Et il nous raconte ça. Et je trouve intéressant cette démarche qui est la sienne et qui est celle que je propose, d'aller se retrouver pour rentrer dans le monde. Il ne s'agit plus d'aller sur le mur de l'alimentation de Facebook pour dire « Ah, ils sont tous méchants, ils sont tous méchants ». Il s'agit de dire « Qu'est-ce que moi je fais pour que le monde soit meilleur ?» Et pour ça, on a besoin d'être à la conjonction de nos motivations, de nos états d'esprit et de nos capacités. Et c'est ça qu'on peut améliorer. Et quand on améliore nos motivations, c'est-à-dire quand on les facilite, quand on les éclaircit, quand on nettoie l'écosystème de nos motivations, parce qu'il y en a qui nous attirent dans une direction, dans d'autres directions, il y en a qui nous retiennent. C'est compliqué. Quand on va améliorer nos états d'esprit, et encore une fois, la bienveillance est une des qualités clés que l'on a besoin de développer pour être dans un état d'esprit d'apprentissage. Quand on a un état d'esprit qui se nourrit d'émotions positives, eh bien, on a une meilleure condition pour s'engager et pour aller plus loin. Et en fait, on a besoin, pour finir, de capacités et de méthodes, parce que j'ai beau avoir la motivation de faire le tour du monde en voiture et l'état d'esprit d'apprentissage et de découverte qui va avec, si je n'ai pas la méthode qui va me permettre de conduire ou d'organiser ça, ben, je ne pourrais pas le faire. Donc, on a vraiment besoin des trois. C'est ce qu'on a montré dans Oser, ça change tout, mais ce n'est pas le... Pour venir à la méditation, c'est une méditation qui s'appuie sur une émotion positive de manière à aller chercher une motivation profonde que l'on a et la laisser émerger, la laisser arriver de manière à voir quelle habitude je pourrais installer dans ma vie ou transformer dans ma vie qui m'apporterait de la joie. Parce que cette joie, elle va aussi contribuer à l'ouverture de mon esprit et à ma motivation. Et donc, voilà, c'est une méditation qui nous amène d'abord dans un état un peu de tranquillité, et puis d'aller nous rappeler de moments où on a vécu de la joie. On peut se promener au bord de la mer, on peut faire un dîner particulièrement chatoyant avec des amis, on peut avoir un moment intime avec une personne, une discussion stimulante ou un moment avec nos enfants ou avec un animal. Voilà, c'est le moment de joie. Et s'appuyer sur ce que l'on sent dans ces moments de joie pour se poser des questions comme quelle nouvelle habitude apporterait plus de joie dans ma vie. Et quand on le fait de cette manière-là, je ne veux pas le faire vite fait, bien fait maintenant, parce que je ne crois pas que ce soit le moment approprié de prendre un quart d'heure pour faire ça, si on veut avoir une conclusion après. Mais quand on fait ça, notre esprit nous amène des idées très claires sur ce qui nous ferait profondément du bien, ce qu'on aurait vraiment besoin de changer. Et comme on l'identifie sur base de cette émotion positive et de ce chemin personnel, c'est une vraie motivation intrinsèque que nous avons à adopter cette habitude. Et donc, on a une meilleure posture d'entamer le chemin qui consiste à installer une nouvelle habitude positive pour notre vie. Et c'est justement ça qu'on va explorer plus profondément lors de la conférence en ligne la semaine prochaine. Donc, je vous rappelle, mardi 20 à 18h.
et vraiment concrètement aller voir, d'abord faire l'expérience de cette méditation, mais aussi aller voir un peu plus quelles sont les bonnes habitudes dont on a besoin et comment on fait concrètement à part cette méditation, quelles sont d'autres astuces ou d'autres manières de faire, comment on peut construire de l'intérieur justement cette ouverture envers soi-même et envers le monde. Oui, en fait, la conférence de la semaine prochaine, c'est pourquoi et comment se soucier de soi. Alors pourquoi? Parce que pour beaucoup de personnes, ça paraît complètement égoïste et alors qu'il faudrait plutôt s'occuper des autres, ce qui est en fait de nouveau un paradoxe. Ben non, si je veux vraiment pouvoir m'occuper des autres, j'ai besoin de me soucier de moi. J'ai un partenariat avec MSF maintenant depuis plusieurs années pour accompagner avec un programme de souci de soi les personnes qui sont au front, les personnes qui s'occupent des autres. Pourquoi? Parce que, en particulier dans les métiers de soins, on s'occupe tellement des autres qu'on s'oublie soi-même. Et ça fait vraiment des dégâts. Les métiers de soins c'est un des métiers dans lesquels il y a plus d'épuisement professionnel, de burn-out, de dépression. L'antidote, c'est l'autocompassion qui est au cœur de cette démarche de se soucier de soi dont je parlerai la semaine prochaine. Et donc, je crois que c'est vraiment intéressant de réaccepter de prendre soin de soi. L'idée n'est pas nouvelle. Elle date c'était Socrate qui avait mis cela au cœur de sa philosophie. Et le connais-toi toi-même, que tout le monde connaît, n'est qu'une des facettes du souci de soi. Et pas le contraire. Donc l'important, c'est se soucier de soi. Une des manières de se soucier de soi, c'est de se connaître. Parce que quand je me connais, à l'image de ce que raconte Pedro dans son bouquin Matin clair, quand je me connais, ben alors j'ai envie d'y aller et je suis vraiment prêt à y aller. Et quand c'est avec bienveillance et avec une certaine douceur qu'on regarde, ça devient de plus en plus facile aussi d'aller vers soi-même ou dans des zones qui peuvent être un peu plus compliquées chez nous et chez l'autre. Oui, parce qu'il y a ce qu'on oublie aussi quand on parle de bienveillance, on croit que c'est un truc de bisounours, mais non, la bienveillance, on pourrait dire qu'il y a une bienveillance yin, qui accueille, qui est là, et elle est très importante, mais il y a aussi la bienveillance yang, c'est-à-dire que la bienveillance, c'est veiller à ce que ça aille bien. Tout à fait. Peut-être que j'ai besoin, pour veiller à ce que ça aille bien pour mes enfants, de prendre des mesures assez drastiques et même à certains moments d'avoir une forme d'agressivité positive et constructive. Mais voilà, la bienveillance, c'est pas juste, oui, non. C'est parfois aussi très dans l'action, justement, l'entraide. C'est une forme de bienveillance qui parfois demande des forces physiques pour les uns pour les autres. Merci beaucoup, Pierre, pour ces moments passés ensemble. C'est toujours un plaisir pour moi de découvrir un peu plus de ton univers et de partager ça déjà entre nous deux, mais avec ceux qui regardent nos vidéos. Et je me réjouis de te retrouver mardi prochain pour la conférence. Merci pour l'invitation, merci pour la conversation et merci à tous ceux qui sont là, d'être là. Ça me touche beaucoup. À bientôt, donc à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.